Euh, je vais vous parler de l'espace-temps de manière un peu brouillonne peut-être, parce que j'aurais voulu reprendre certains des sujets qui ont été évoqués hier par Robert, et notamment la question d'histoire, parce que ce terme d'histoire a été un peu récupéré par la physique dans les dernières années. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a une certaine valeur opératoire, à la fois dans le domaine des théories de la relativité, dans l'espace-temps, et dans le domaine de la physique quantique. Et vous savez peut-être que dans la physique actuelle, il y a une sorte de schizophrénie entre justement ces deux branches qui sont la physique relativiste et la physique quantique. Alors, c'est une schizophrénie qui est à peu près admissible parce que, comme je disais une fois, le matin je fais de la relativité générale, le soir je fais de la physique quantique et tout va bien. Et parce que la relativité générale, c'est plutôt ce qui s'applique aux grandes échelles, quand on fait de la navigation spatiale, des télécommunications spatiales, de l'astronomie, de la cosmologie, des choses comme ça, alors que la physique quantique, c'est plutôt le domaine du microscopique. On s'en sert pour expliquer les réactions chimiques, on s'en sert pour faire des lasers, des transistors, des choses comme ça, de l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Et il n'y a pas trop de recouvrement dans les domaines, c'est-à-dire que finalement, ce sont deux disciplines qui fonctionnent avec des visions du monde totalement différentes. Et ben, c'est pas grave, parce que quand on fait de l'astronomie, on se place dans le cadre d'une des visions du monde à grande échelle, et puis pour la physique quantique à petite échelle, et tout va bien. Mais si on commence à vouloir se poser des questions qui font appel un peu aux deux domaines, là on est coincé. Alors c'est quoi ces questions ? Il y a des objets un peu bizarres qui s'appellent les trous noirs dont vous avez entendu parler, où on est à la fois dans des situations où il y a une gravitation très intense, c'est même la définition d'un trou noir, c'est l'intensité extrême de la gravitation, et où on pense, peut-être à tort d'ailleurs, mais la plupart des physiciens sont persuadés qu'il y a des effets quantiques qui jouent, et on ne sait pas aujourd'hui traiter d'une situation où il y a à la fois la gravitation intense et des effets quantiques. Même problème se pose avec le tout début de l'univers. On n'a pas parlé encore de cosmologie, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais vous savez tous que l'univers est en expansion, et si l'univers est en expansion, ça veut dire qu'il se dilue et qu'il se refroidit. Conséquence, dans le passé, plus on remonte loin dans le passé, plus il était dense, plus il était concentré et plus il était chaud. C'est le principe même des modèles de Big Bang qui sont, si vous voulez, le récit détaillé de cette évolution que je viens de résumer en trois phrases. Donc on pense que dans le passé très reculé, c'est quelquefois ce qu'on appelait Big Bang, mais cette expression n'est pas très adaptée pour décrire ça, mais en tout cas l'univers était dans un état très condensé aussi, très concentré, avec une gravitation très intense également. Une gravitation très intense, selon les théories de la relativité générale, ça veut dire un espace-temps extrêmement recourbé, avec une structure très très complexe. Et on pense en même temps que comme on était à des échelles microscopiques, puisque l'univers dans le passé, il était beaucoup plus rétréci qu'aujourd'hui, les effets quantiques devaient être importants. Donc on a un problème qui nous empêche de comprendre et de décrire ce qui s'est passé au tout premier moment, il y a 13,8 milliards d'années, dans l'évolution de l'univers, enfin du moins dans la phase d'évolution qui est celle que nous vivons en ce moment. Donc qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années, c'est ce qu'on appelle l'âge de l'univers. Et là, on est incapable de dire ce qui s'est passé. Il y a des physiciens qui essayent d'aborder une théorie qui s'appellerait cosmologie quantique ou gravité quantique, qui permettrait de traiter à la fois des effets gravitationnels et des effets quantiques. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant quelques années. Disons que personne encore n'a réussi à mettre au point cette théorie. Personne ne sait si on y arrivera un jour, mais c'est un des buts de la physique fondamentale actuelle, c'est de réconcilier, donc, comme je viens de le dire, ces théories de la relativité
qui sont des théories de la gravitation et donc des théories de l'espace-temps et de sa structure avec les théories de la physique quantique. Donc ça, c'est un programme extrêmement intéressant, passionnant, assez technique, qui pose aussi des problèmes philosophiques importants, parce que qu'est-ce que c'est le temps, qu'est-ce que c'est l'espace, qu'est-ce que c'est l'espace-temps, qu'est-ce que c'est la matière, qu'est-ce que c'est le vide, qu'est-ce que c'est les rayonnements. Bon, j'arrête les questions ici, mais ça peut continuer assez longtemps. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de tout ça d'ailleurs, mais c'était pour justifier ma venue à l'espace-temps, parce que cet espace-temps, qui est donc un espace-temps un peu chahuté par la gravitation, parce que chaque fois qu'il y a un objet, il déforme l'espace-temps autour de lui. Vous avez bien compris que le Soleil déforme l'espace-temps autour de lui, et les planètes, par exemple, qu'est-ce qu'elles font? Rappelez-vous ce que j'ai dit hier, la grande loi du mouvement en physique quantique, elles vont tout droit. Elles vont tout droit dans l'espace-temps déformé, et quand on fait le calcul, par exemple la Terre va tout droit, quand on fait le calcul de ce que ça veut dire exactement, ça veut dire que la Terre, dans notre langage habituel, décrit une orbite elliptique en une année, etc. Donc, vous voyez que le langage de cette géométrie spatio-temporelle est très puissant, parce que dire la Terre va tout droit, ça suffit pour comprendre qu'elle décrit une orbite elliptique avec toutes les caractéristiques qu'on connaît aujourd'hui, pareil pour les autres planètes, etc. etc. Donc c'est très puissant et c'est très simple conceptuellement. Donc on est dans cet espace-temps très chahuté, et hier je vous ai introduit quelques-unes des caractéristiques de l'espace-temps, mais implicitement, je n'ai pas parlé de la courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire j'ai fait comme si l'espace-temps n'avait pas de courbure, comme si la gravitation n'existait pas, et finalement c'est ce qui correspond à la première partie, à la première branche des théories relativistes d'Einstein, qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, que Einstein a mis sur pied en 1905, où la grande révolution conceptuelle, c'est disparition de l'espace et disparition du temps au profit de l'espace-temps, mais la gravitation n'est pas encore incluse dans cette vision du monde, ce qui fait que l'espace-temps est sans courbure. Et 10 ans plus tard, Einstein va proposer sa théorie de la relativité générale en incluant donc la gravitation dans sa vision du monde, et cette gravitation, il la décrit simplement comme une déformation de l'espace-temps. Autrement dit, si vous voulez, la relativité restreinte, c'est un espace-temps tout plat, comme ça, alors que la relativité générale, c'est un espace-temps bosselé avec des creux, des bosses, des lignes particulières qui s'appellent les géodésiques, et c'est là-dedans que se joue finalement la physique. Alors, il y a une chose qui est assez importante dans la structure de l'espace-temps, j'en ai parlé hier, c'est ce qu'on appelle les relations causales. Tout à l'heure, hier, je vous ai parlé des relations chronologiques qu'il pouvait y avoir entre événements. Ça, c'était dans la vision newtonienne, dans la vision ancienne du monde, c'est que deux événements ont entre eux une relation chronologique, c'est-à-dire soit ils sont simultanés, soit l'un se déroule avant l'autre, le avant ayant un sens chronologique, à une date inférieure. Bon. Et en théorie relativiste, que ce soit restreinte ou générale, ça change. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation chronologique. C'est-à-dire quand on a deux événements dans l'espace-temps, on ne sait pas dire s'ils se déroulent en même temps, ça voudrait dire que finalement ça c'est une surface de temps, ou bien on pourrait dire celui-ci se déroule avant, c'est-à-dire le temps irait comme ça, ou bien celui-ci se déroule avant, c'est-à-dire le temps irait comme ça. Il n'y a absolument pas moyen de décider. C'est-à-dire que si vous voulez parler du temps, ce que vous avez bien compris, je ne vous recommande pas parce que ce n'est pas une notion qui a vraiment cours en relativité restreinte, vous pouvez décider que le temps va comme ça, ou que le temps va comme ça, ou que le temps va comme ça. Ça n'a aucune importance et ça n'a aucune signification physique, mais ça peut vous aider à mettre vos raisonnements en place. Et je dirais, malheureusement, si vous voulez, il y a encore beaucoup de physiciens qui décrivent les choses en utilisant cette notion de temps qui est périmée. Mais peu importe, c'est pour vous donner une idée et c'est pour vous expliciter le fait que les relations chronologiques n'existent pas en relativité. Mais
il existe des relations causales, et elles sont fondamentales. Relations causales, je prends ma ligne d'univers, vous vous rappelez ce que c'est qu'une ligne d'univers, hein, et le moment où je vous parle, c'est ça. Le moment où je vous parlais hier, changer de D'accord. Donc pour les daltoniens, je prends du rouge. Voilà. Donc ça, c'est moi qui vous parle aujourd'hui, ça, c'est moi qui vous parlais hier, et ça, demain, non, je ne vous parlerai pas, mais on verra. Donc peut-être dans un an, mais la chapelle n'est pas assez haute. Et puis, le Soleil. Le Soleil a une ligne d'univers aussi. Voilà, comme ça. Bon, je les dessine parallèles, elles sont pas du tout parallèles, puisque la Terre tourne autour du Soleil, mais enfin bon, on simplifie tout ça. Et le Soleil m'envoie sa lumière. La lumière, c'est toujours à 45 degrés dans cette représentation de l'espace-temps, sans courbure. Mais vous voyez que le rayon lumineux que le Soleil m'envoie, entre guillemets, en ce moment, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous comprenez intuitivement ce que ça veut dire, je ne le recevrai que dans 8 minutes à peu près, parce que le Soleil est à 8 minutes-lumière de moi. En revanche, ce que je reçois, c'est la lumière que le Soleil m'a envoyée il y a 8 minutes. Donc, on va dire que cet événement, moi qui vous parle en ce moment, et cet événement, le Soleil qui envoie en ce moment de la lumière, n'ont pas de relation causale. Ils sont causalement disconnectés. Ça veut dire que moi, je ne peux rien savoir de ce qui se passe dans le Soleil en ce moment, parce que toute information m'arrivera que dans 8 minutes. Le Soleil ne peut pas savoir non plus ce qui se passe ici, parce que l'information qui vient de moi n'arrivera que dans 8 minutes. En revanche, ces deux événements, la lumière qu'a envoyée le Soleil, donc il y a 8 minutes, on pourrait dire, elle m'arrive aujourd'hui, en ce moment, donc je peux dire, tiens, en ce moment, il y a une éruption qui est en train de se produire sur le Soleil, et ça veut dire que cet événement est la cause de ce que je suis en train de dire, parce que si je dis qu'il y a une éruption solaire dans le Soleil, c'est parce que cette éruption solaire a eu lieu il y a 8 minutes. Donc ces deux événements sont causalement liés, et celui-ci est la cause de celui-là, alors que ceux-là ne sont pas causalement liés. Donc, cet événement, il est dans mon passé causal, et cet événement, moi qui vous parle, je suis dans le futur causal de l'éruption solaire. Ça veut donc dire que si je me place de mon point de vue, c'est ce qu'on a toujours tendance à faire dans la vie comme dans la physique, si je me place de mon point de vue, je vais dire, ouais, voilà, il y a ici l'ensemble de tous les événements qui me sont causalement liés dans le passé, ça forme un cône. Alors comme on est à 4 dimensions, ce cône serait à 3 dimensions, on appelle ça mon cône du passé. La surface, on l'appelle le cône de lumière passée parce que c'est l'ensemble de tous les rayons lumineux qui peuvent m'arriver aujourd'hui. Alors les rayons lumineux qui peuvent m'arriver aujourd'hui, il y en a dans toutes les directions. Donc ça forme, ici, autour de moi, ça forme une espèce de hérisson, si vous voulez, et si je prolonge le hérisson, c'est tous les rayons lumineux qui m'arrivent de très loin. Si j'observe une galaxie qui a 10 milliards d'années-lumière, elle se situe très loin, à 10 milliards d'années-lumière, mais forcément sur un rayon lumineux qui m'arrive aujourd'hui, dans mon passé. Et cette même galaxie, elle a aussi sa ligne d'univers, qui est très loin, qui est très éloignée, et la galaxie, aujourd'hui, elle est là, mais je la vois telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années, donc je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Elle n'est pas causalement... La galaxie aujourd'hui n'est pas causalement liée à moi aujourd'hui, alors que la galaxie, il y a 13 milliards d'années, elle est dans mon passé causal. Et puis de la même manière, j'ai mon futur causal, c'est-à-dire tous les rayons lumineux que je peux envoyer. Je ne veux pas dire que je rayonne, mais si vous voulez, je suis éclairé par le soleil et tout ça envoie des rayons lumineux. Donc si vous me voyez, ça veut dire que quand vous recevez la lumière qui arrive de moi, vous êtes ici parce que vous avez reçu un rayon lumineux, ou vous êtes là, enfin vous êtes sur ce cône. Donc de mon point de vue, à chaque instant, je divise la totalité de l'univers en 3 régions.
mon passé causal, mon futur causal, et puis l'ensemble des événements qui sont non causalement liés. Et puis cette espèce de cône, que je peux appeler mon cône de causalité, eh bien, il évolue avec moi. Donc, si je redessine les choses à une autre échelle, on va commencer à voir apparaître un peu la structure de l'univers. Pour le moment, je ne parle toujours pas de courbure, mais c'est qu'il y a des objets dans l'univers. Chaque objet décrit une ligne d'univers comme ça. Et puis, en chaque point, qu'est-ce que c'est que la ligne d'univers d'un objet? C'est la suite continue de tous les événements qu'il a vécu, qu'il vit et qu'il vivra. Et à chaque point, voilà, il y a un cône de causalité, comme ça. Mais à un moment supérieur, le cône de causalité sera comme ça. Et puis, ça évolue comme ça. Alors, il y a une chose que vous pouvez remarquer, c'est que ce qui est dans mon passé, bon, mettons que ça soit ma ligne d'univers, je suis ici. Ce qui est dans mon passé, c'est tout ça. Et vous voyez que ce qui est dans mon passé aujourd'hui, ça sera toujours dans mon passé, parce que les cônes sont inclus les uns dans les autres. Donc le passé, il est toujours passé. Bon, rien d'étonnant, mais enfin, et quand je parle de passé, vous avez bien compris, ce n'est pas le passé chronologique, c'est le passé causal. Parce que je suis ici, on a l'impression que cet événement qui serait là, d'après le dessin, c'est dans mon passé. Non, ce n'est pas dans mon passé, et c'est non connecté. En revanche, ça sera évidemment dans mon passé plus tard. Alors, donc, vous voyez, on peut finalement dessiner la structure de l'univers en dessinant tous les cônes. Alors, bon, ce n'est pas très commode à dessiner, mais si vous voulez, ce qui est important dans l'univers, ce sont les relations causales. Puisqu'il n'y a plus de temps, on ne peut pas vraiment repérer les événements de manière chronologique, mais en tout cas, causalement, il y a une structure, c'est-à-dire, si vous prenez deux points, est-ce que l'un est dans le cône du passé ou du futur de l'autre? Bon, ben voilà, c'est une question. Et répondre à cette question pour tous les points, eh bien, ça veut dire exprimer ce qu'on appelle la structure causale de l'univers. C'est-à-dire la structure causale de l'univers, c'est l'ensemble de toutes les relations causales qui existent entre tous les points. Alors, c'est une vision qu'on peut appeler une vision relationnelle, c'est-à-dire, bon, ça rappelle Leibniz, je ne sais pas si vous connaissez un peu la conception relationnelle de l'espace de Leibniz. Ce que disait Leibniz, c'est l'espace, c'est un peu la conceptualisation de toutes les relations qu'il y a entre les objets, entre les positions. C'est-à-dire, vous êtes à côté de monsieur, monsieur est à côté de vous, mais vous êtes plus éloigné que madame, etc. Bon, donc, tout ça, c'est des relations. Et si vous prenez l'ensemble de toutes les relations qu'il existe entre tous les points, vous obtenez un objet que d'ailleurs mathématiquement on peut très bien concevoir, définir et concevoir, qui s'appelle la structure causale. Ça s'appelle aussi la structure conforme. Il se trouve que les deux choses qui sont définies différemment coïncident, mais peu importe, et c'est quelque chose de très important. Et à tel point qu'il existe des physiciens théoriciens qui disent que, en fait, la théorie de la relativité générale, c'est une très belle théorie, mais on peut faire encore plus simple. C'est-à-dire, on peut faire une théorie où la seule structure qu'on attribuerait à l'univers, c'est justement la structure causale. Il suffit de parler des relations entre les points de causalité et on sait tout sur l'univers. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de théorie comme ça qui marche, qui soit au point. Il y a des gens qui travaillent dessus, qui essayent d'en construire une, mais c'est pour vous dire que l'idée n'est pas aussi stupide et que cette structure causale, c'est quand même un élément extrêmement important de la structure de l'univers, même quand l'univers est courbe, ce dont on va parler dans les moments qui suivent. Donc structure causale, c'est quelque chose de très important. C'est simplement de répondre à la question est-ce que tel élément, tel événement peut avoir une influence sur tel autre, et de répondre à cette question pour tous les événements de l'univers. Alors, commençons à parler un peu de la structure de l'espace-temps quand il est courbe, et ça va nous amener à parler d'une chose qui s'appelle les voyages dans le temps, dont finalement ce qui m'a donné l'idée d'en parler, c'est
c'est l'exposé d'hier par Robert, parce que vous allez voir que parler des voyages dans le temps, ça fait allusion à certaines des questions qui ont été posées hier à propos des histoires, à propos du déterminisme, à propos du destin, à propos du libre arbitre, etc. Alors, dire que l'espace-temps est courbe, vous vous souvenez, je vous ai fait une petite expérience hier, c'est que même si on est sur une structure courbe, entre deux points, il existe un trajet qui a la longueur maximale. Et ce trajet, on l'appelle la géodésique. Alors dans l'espace-temps, c'est un peu différent parce qu'il y a une géométrie particulière. D'abord, elle est à 4 dimensions et non pas à 2 dimensions. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais les mathématiciens savent très très bien traiter tout ça. Il existe aussi, entre deux événements, une ligne. Bon, je les dessine mal. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il existe une ligne qui est la ligne la plus courte. Non pas, justement, je me trompe, comme on est dans cette géométrie particulière, il existe une ligne qui est la ligne la plus longue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je dessine une autre ligne, eh bien celle-ci a une longueur plus courte que celle-ci. Et celle-ci a une longueur plus courte que celle-ci. Donc ça, c'est la géodésique. C'est-à-dire quand on est dans une géométrie normale, entre guillemets, qui s'appelle euclidienne, qui est celle de cette feuille de papier ou de n'importe quoi, théorème mathématique, il existe une ligne qui a la longueur la plus courte. S'il n'y a pas de courbure, c'est la ligne droite. Tout le monde sait ça, que la ligne droite, c'est le chemin le plus court d'un point à un autre. Quand c'est avec une courbure, ça devient une géodésique. Quand on est dans la géométrie de l'espace-temps, le même théorème, le théorème analogue devient, parmi tous les chemins d'un point à un autre, c'est quoi ce chemin? Ça veut dire qu'il y a une particule qui peut suivre ce chemin et qui arrive, ça peut être par exemple, c'est un événement, par exemple ça peut être moi parlant hier et ça c'est moi parlant aujourd'hui, eh bien il peut y avoir une particule, une molécule de l'air qui est allée se balader dehors, qui est re-rentrée dans cette salle et qui a suivi un trajet qui n'est pas le même que le mien. Donc voilà, et elle a vécu un temps elle a vécu une durée qui est différente de ma durée que moi-même j'ai vécue. Et elle est plus courte. C'est un peu paradoxal, parce que si je fais un dessin un peu plus clair, voilà ma ligne d'univers, et supposons que je reste immobile. Bon, je vais carrément vous raconter l'histoire des jumeaux de Langevin, parce qu'elle a été historiquement proposée dans les années, je crois que c'est 1930, je ne sais plus la date exacte, tu connais peut-être, je ne sais pas la mémoire des dates, et donc ça exprime, je crois, très très bien l'idée que le temps n'existe pas, premièrement, et puis les effets temporels dont on peut parler. Alors, Paul Langevin était un collègue de Einstein et un ami d'Einstein, et c'était un des premiers à avoir compris les théories de la relativité et à vouloir les diffuser. Et il était un peu énervé par le fait que beaucoup de ses collègues n'avaient pas compris, ou en tout cas n'avaient pas admis l'idée que le temps n'existe pas et ne peut pas exister en relativité. Je vous signale qu'il y a encore des gens qui sont dans cette vision des choses aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et donc il avait proposé une petite expérience de pensée pour illustrer ce qui se passe. Et il avait imaginé la situation de deux jumeaux. Deux jumeaux, donc, qui vivent ensemble, ils sont élevés ensemble par leurs parents, ils vivent dans la même chose. Donc leurs deux lignes d'univers, on va dire, coïncident complètement, parce qu'ils ont la même histoire, si vous voulez. Sauf qu'un jour, il y a un des deux jumeaux qui part se balader dans l'espace, avec une fusée ou quelque chose comme ça. Puis, bon, au bout d'un moment, il en a marre, il rentre, et ils se retrouvent. Donc, quand ils sont partis, quand le jumeau est parti, ils avaient tous les deux 20 ans. Et quand ils se retrouvent, il y a le jumeau qui est resté sur Terre à 40 ans et l'autre à 30 ans. Donc ils ne se ressemblent plus tellement, il y en a un qui a beaucoup plus vieilli que l'autre. Donc voilà, ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça que les choses se passent. Alors, on ne l'a pas vérifié avec des jumeaux, parce que pour faire ça, c'est très facile.
du point de vue fondamental, c'est très facile, il suffit d'aller très vite. C'est-à-dire, il suffit de monter dans une fusée qui va très vite et vous êtes revenu. Bon, sauf qu'une fusée qui va très vite, les fusées les plus rapides aujourd'hui, je pense qu'elles vont à peu près, quand elles décollent, c'est de l'ordre du millionième de la vitesse de la lumière, 1 millionième. Donc, si vous vouliez avoir un effet de ce genre-là, je pense qu'il faudrait aller à peu près à 1/10 ou quelque chose comme ça de la vitesse de la lumière, donc aller 10 000 fois ou 100 000 fois plus vite que ce qu'on a actuellement. Et il faudrait je pense que toute l'énergie du monde ne suffirait pas à assurer un voyage comme ça. Et deuxième raison, si on voulait faire un voyage comme ça, il faudrait donc, je répète, aller très vite. Pour aller très vite, il faut accélérer très fort, il faut des moteurs très puissants. Et il faut que vous subissiez des accélérations qui seraient des dizaines de fois l'accélération de la pesanteur. Et aucun organisme, ni même un robot, je pense, n'est capable de supporter ça. Bon. Mais cette expérience a été faite à échelle réduite, on va dire, et je vous en ai parlé hier, c'est l'expérience de Hafele, où on a pris non pas 2 jumeaux, mais on a pris 2 avions, en fait on en a pris 3, un avion qui va faire le tour de la Terre vers l'ouest, un avion qui va faire le tour de la Terre vers l'est, et un 3e avion qui reste immobile. Dans chaque avion, une horloge atomique. Donc il y a un avion comme ça qui est resté immobile, un avion qui a fait le tour vers l'est, et un avion qui a fait le tour vers l'ouest. Et résultat, on synchronise les horloges atomiques au départ, on les compare à l'arrivée, et il y en a une qui a vécu, je ne sais pas, mettons 6 heures, l'autre a vécu 6 heures plus un petit quelque chose, c'est-à-dire 6 heures, on va dire 1 plus z, la différence étant de quelques nanosecondes. Une nanoseconde, c'est 1 milliardième de seconde, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, c'est parfaitement mesurable avec une très bonne précision par les horloges atomiques, et l'autre a vécu 6 heures, facteur d'un autre facteur de décalage, z'. Bon. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas convaincus, c'est la réalisation pratique, réelle de l'expérience des jumeaux de Langevin, qui, elle, est une expérience de pensée, et ça démontre tout à fait que le temps ne peut pas exister, parce que si le temps existait, il serait à la fois 6 heures plus quelques microsecondes, 6 heures moins quelques microsecondes, ça n'aurait plus de sens. On ne peut pas donner une date à cet événement. Alors on peut choisir une des horloges, évidemment, et dire c'est ça le temps. Mais ça veut dire que aucune des autres horloges ne mesurerait le temps. Enfin, on se retrouve dans une situation... Disons, il y a des gens qui essayent de maintenir la notion de temps dans la relativité, mais on arrive tout de suite à des absurdités. Sauf, encore une fois, je le répète, si vous vous cantonnez à la précision de vos montres, qui est de l'ordre du millionième, ces effets, vous ne les verrez pas, et donc vous allez dire, bah oui, j'ai mis des montres dans les avions, ils indiquent toujours la même heure, parce que vous n'êtes pas capable de discerner sur votre montre les milliardièmes de seconde, c'est tout. Bon. Donc, avec la précision de 10-6, vous pouvez faire comme si le temps existe, et c'est ce qu'on fait tous. Je me répète d'hier, mais bon. Et malgré tout, vous ne pouvez pas faire cette hypothèse si vous voulez utiliser le GPS, si vous voulez faire de la navigation spatiale, etc. Bon, mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Donc, si vous êtes dans l'espace-temps, courbé par la relativité, il peut se passer des choses bizarres. C'est-à-dire, alors, il y a déjà une chose qu'on peut comprendre, parce que ce que je viens de vous mentionner, c'est exactement ce que dans les bouquins de science-fiction, on appelle le voyage dans le futur. Je dessine la ligne d'univers de la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, sauf erreur. Et un jour, la Terre arrivera à l'an 3000. Et puis, vous êtes un peu curieux, vous dites, tiens, j'aimerais bien quand même... voir comment va être la Terre en l'an 3000. Bon, du point de vue fondamental, encore une fois, c'est tout à fait possible. Parce que, je ne sais pas, mettons que vous ayez 50 ans ici, vous partez voyager, comme ça, vous arrivez ici à l'âge de 60 ans, et vous êtes en l'an 3000. Et vous pouvez regarder ce qui se passe en l'an 3000. Vous allez être surpris, je vous préviens. Mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle le voyage dans le futur.
aucun problème fondamental, et à l'échelle des particules élémentaires, ce genre de truc se produit sans arrêt. Ce genre de truc se produit sans arrêt. C'est-à-dire que vous savez que le Big Bang s'est produit, j'emploie ce mot de Big Bang qui n'est pas très approprié, comme je vous l'ai dit, mais enfin, il y a 13 milliards d'années. Donc vous pouvez très bien imaginer qu'il y a une particule qui a été créée il y a 13 milliards d'années, qui a suivi un chemin bizarre, qui vous arrive aujourd'hui et qui a vécu une semaine ou même une heure. Donc elle a été créée au Big Bang, elle vous arrive ici et elle a vécu une heure. Ça paraît bizarre, et évidemment c'est complètement contradictoire avec la notion de temps, mais c'est tout à fait possible, et je vais même vous dire, il est sûr qu'il y en a. Sauf que dans toutes les particules, les milliards de particules qui vous arrivent chaque seconde sur vous, il y a des neutrinos, il y a des photons, il y a quelques électrons peut-être, il y en a sûrement une ou deux qui ont été émises et qui ont vécu une semaine depuis le Big Bang. Sauf qu'aller les reconnaître, vous ne les retrouverez jamais, mais il y en a sûrement, on peut faire le calcul, et vous trouverez combien il y en a chaque seconde. Donc voilà, le voyage dans le futur, donc la question est facilement réglée, sauf que vous ne pourrez pas revenir. Une fois que vous êtes là, vous êtes coincé, parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand vous voyagez et vous dessinez dans l'espace-temps, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous dit que vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière. Ne pas pouvoir aller plus vite que la lumière, ça veut dire, sur cette représentation graphique, que votre ligne d'univers, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, mais elle ne peut pas être plus inclinée que ces 45 degrés que je dessine ici. Vous pouvez aller dans le futur, mais uniquement dans votre futur causal. Vous ne pouvez aller que dans votre futur causal. Vous ne pouvez pas aller ici dans le domaine non connecté. Impossible. Et donc, vous ne pouvez pas aller apparemment dans le passé. Donc, vous voyez que ce genre de diagramme vous dit quand même pas mal de choses. Le voyage dans le futur, non seulement il est possible, mais c'est une banalité. Et petite phrase au passage, le voyage dans le futur, tel qu'il est là, ne peut exister que parce que le temps n'existe pas. Si le temps existe, évidemment, tout ça est complètement impossible, parce que dire que le temps existe, ça veut dire que cet événement, il se produit en 2025, cet événement se produit en 3000, et pour tout le monde, quelle que soit l'histoire qu'il a vécue, il s'est déroulé 3000 moins 2025. Je vous laisse faire la soustraction, parce que le matin, je n'aime pas trop calculer. Donc, voilà, c'est la même durée pour tout le monde. Dans la réalité, non, ce n'est pas la même durée pour tout le monde, et c'est la manifestation du fait que le temps n'existe pas. Alors, voyage dans le passé, donc, ça paraît impossible. Mais, peut-être pas. Il y a un mathématicien qui s'appelle Kurt Gödel, dont il me semble que Jean-Jacques, tu en as parlé hier, je crois. C'est un grand logicien qui a produit un théorème mathématique et même métamathématique extrêmement important et qui est connu pour ça. Mais c'était aussi un ami d'Einstein. Bon, c'était quelqu'un d'un peu bizarre. Presque tous les amis d'Einstein et Einstein lui-même étaient des gens très bizarres. Et tous ceux qui travaillent là-dessus, à part moi, sont des gens très bizarres. Mais il se trouve que Gödel avait trouvé, je ne sais plus l'année, encore en 1930 et quelques, une solution de la relativité générale, parce qu'il était un peu comme Paul Langevin, ça l'énervait beaucoup qu'il y ait encore des physiciens ou des philosophes qui disent oui, le temps existe, etc., en physique, pas de problème. Bon. Et il disait, je vais construire une solution de la relativité générale où il apparaît évident que le temps n'existe pas. C'était ça qu'il voulait faire. Il a construit cette solution, et par la suite, certains de ses collègues se sont aperçus que sa solution était tellement, on va dire bizarre, si vous voulez, enfin c'est un mot qui n'a pas un sens très précis, mais tellement bizarre, l'espace-temps était tellement replié sur lui-même d'une manière particulière que ça permettait les voyages dans le passé, ce qu'on pourrait appeler les voyages dans le passé, enfin ce que les auteurs de science-fiction appellent voyages dans le passé. Vous avez peut-être lu une nouvelle de Jorge Luis Borges qui s'appelle « Le chemin des sentiers qui bifurquent ». Et là, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui se promène dans un jardin et qui s'assoit sur un banc.
il s'assoit sur le banc et il voit un moment une personne de 40 ans s'asseoir à côté de lui. Et ils engagent la conversation et cette personne lui parle d'événements qu'il a vécus et qui ne peut être, d'événements intimes, qui ne peut être que le seul à connaître. Donc il est très étonné, et il finit par comprendre que cette personne de 40 ans qui est à côté de lui, c'est lui-même qui a vécu jusqu'à 40 ans et qui est revenu dans le passé et il se retrouve à côté. Donc, situation de ce qu'on appelle le voyage dans le temps, et est-ce que c'est possible ou pas? Alors, si je voulais le dessiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma ligne d'univers se déroule, bon, ici j'ai 20 ans, je continue à vivre 21, 22, 23, 24 ans, et il faut que ma ligne d'univers revienne de manière à ce qu'à 40 ans, moi à 40 ans, je me retrouve à peu près au même endroit que moi à 20 ans, sur le même banc. Est-ce que quelque chose comme ça est possible? La première remarque que je vais faire, que ça ne veut pas dire que je redeviens moi-même à 20 ans. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Si je voulais revenir moi-même à 20 ans, il faudrait que quelque chose boucle, mais ça voudrait dire que quand j'arrive à 40 ans, je redeviens moi-même à 20 ans, mais si je redeviens moi-même à 20 ans, c'est moi-même à 20 ans avec mes souvenirs d'il y a 20 ans, que j'avais il y a 20 ans. Et je n'ai pas les souvenirs de 40 ans. C'est-à-dire que je ne me souviendrai pas, par exemple, de ce qui s'est passé la veille, parce que la veille, j'avais 40 ans moins 39 ans, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé la veille. Donc, c'est très facile de s'apercevoir que c'est complètement impossible, uniquement pour des raisons logiques. Donc, le genre de courbes, ce qu'on appelle des courbes temporelles qui seraient fermées, c'est impossible. C'est impossible pour un objet structuré. Bon. À l'échelle microscopique des particules, ça n'est pas impossible. C'est-à-dire, le fait d'imaginer qu'il existe des particules, comme par exemple un électron, qui vit, ou un atome, disons, voilà, un atome qui vit quelque chose comme ça. Bon, un atome, on n'en saurait rien, sauf qu'un atome, de temps en temps, qu'est-ce que ça veut dire, voir un atome? Si on voit un atome, ça veut dire qu'à un moment donné, il émet une certaine lumière que vous pouvez détecter. Donc, supposons qu'un atome, comme ça, à un moment, émette un photon que vous allez détecter. Bon, mais pour qu'il se retrouve exactement dans le même état, il faut qu'il y ait un autre moment de son histoire où il reçoit un photon. Donc voilà, c'est possible. Et ici, l'atome se retrouve exactement dans le même état, parce que les particules ne vieillissent pas. C'est-à-dire un électron qui a été créé il y a 1 minute et un électron qui a été créé il y a 1 milliard d'années, ils sont strictement identiques. Ils n'ont pas de mémoire. Et nous avons une mémoire, c'est-à-dire c'est le fait que nous, à 20 ans, nous ne sommes pas identiques avec nous à 40 ans. Il y a aussi, disons, des différences physiologiques. Et c'est pour ça que pour un être humain, par exemple, ou un objet organisé, une ligne fermée est impossible. Mais pour un objet aussi simple qu'un atome, si l'atome émet un photon et qu'il reçoit un photon identique, il se retrouve exactement dans le même état. Et donc, il est possible qu'il décrive une ligne d'univers fermé. Ça veut dire quoi? L'histoire de cet atome, c'est qu'indéfiniment, il va décrire sa ligne d'univers. Donc ici, on peut dire qu'il aura, si elle dure 1 seconde, 1 seconde. Ici, au même moment, il aura à la fois 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, etc. Ça va jusqu'à l'infini. Donc cet événement, il le vit une infinité de fois. Cet événement, il le vit une infinité de fois. Et moi, je suis là avec mon microscope, je regarde. Ce photon, je le reçois une fois pour toutes. C'est dans ma ligne d'univers, il est arrivé une fois. Donc ce même événement, du point de vue du photon, il s'est déroulé une infinité de l'atome, il s'est déroulé une infinité de fois, et de mon point de vue, il s'est déroulé une seule fois. Ça paraît évidemment un peu paradoxal, mais finalement, réfléchissez bien, tranquillement, chez vous, la nuit, et vous verrez que ça ne heurte absolument rien en logique. Donc, j'ai proposé une... Non, enfin, je laisse tomber ça. Donc, ce voyage,
la ligne d'univers strictement fermée, c'est quelque chose qui, a priori, pourrait être possible, et d'ailleurs est possible en relativité pour certaines particules, par exemple avec la solution de Gödel, avec d'autres solutions aussi, mais uniquement pour des objets suffisamment simples pour que, d'une certaine manière, ils ne vieillissent pas, ou que le vieillissement, émettre un électron, puisse être compensé par quelque chose, recevoir le même électron, comme si on pouvait vous rafistoler de manière à ce qu'à 40 ans, vous ayez exactement le même aspect qu'à 20 ans. Mais on ne pourra peut-être pas rafistoler votre mémoire de manière à ce qu'à 40 ans, vous ayez exactement les mêmes souvenirs, ni plus ni moins qu'à 20 ans. Donc impossible pour un objet structuré. Mais là, je vous parle d'autre chose qui serait non pas une ligne d'univers fermée, mais une ligne d'univers presque fermée. C'est-à-dire que quand vous rencontrez votre alter ego de 40 ans, vous allez continuer votre histoire. Donc vous allez devenir cet alter ego de 40 ans, et cet alter ego de 40 ans, lui, il continue son histoire, et il va arriver à 50 ans, à 60 ans, etc., etc. Bon, jusqu'ici, du point de vue de la logique, tout est possible. Tout ça ne heurte absolument rien. Rappel, avec la solution de Gödel, c'est possible, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des lignes d'univers qui sont comme ça, presque fermées. Et alors, y a-t-il un paradoxe? Parce que, bon, si vous avez lu la science-fiction, il y a des tas de bouquins de science-fiction qui décrivent des situations de ce genre, et avec les paradoxes, le paradoxe le plus célèbre, c'est le paradoxe du grand-père. Donc vous remontez un siècle en arrière, vous rencontrez comme ça votre grand-père, vous vous asseyez sur le banc à côté de lui, vous sortez votre flingue et vous le descendez. Bon, je ne sais pas ce qui est d'accord. Quelles seraient les motivations? Je ne sais pas. Mais si vous tuez votre grand-père, votre père ne sera jamais né. Et vous-même ne serez jamais né. Donc, vous ne pouvez pas tuer votre grand-père, vous ne pouvez pas faire ce voyage temporel. Et donc le grand-père est vivant. Mais si le grand-père est vivant, votre père va naître, vous allez faire le voyage temporel, donc vous pouvez le tuer. Bon, il y a donc un paradoxe, en tout cas apparent. Alors, lorsque ces solutions sont apparues, réaction des physiciens, des philosophes, enfin de tout le monde, disons, c'est impossible, il y a le paradoxe du grand-père, il y a d'autres paradoxes de même nature qui font que c'est impossible. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'hier, on a évoqué des situations un peu analogues avec un événement qui change le futur de manière assez drastique. Et c'est un peu de ça que je suis en train de parler, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez changer votre propre futur? Et si vous êtes dans une situation comme ça, je suis désolé, je bouge encore, hein, mais supposez que votre double, votre alter ego de 40 ans, vous dise, voilà, tu as 20 ans, tu es moi-même, donc évidemment, dans ma mémoire, je sais tout ce qui va t'arriver entre 20 et 40 ans. Je sais que tu vas déménager, tu vas aller habiter dans tel pays, tu vas devenir riche, mais tu vas perdre tout ton argent, tu vas épouser ta femme, etc. Bon. Et vous voyez comme ça votre avenir, qu'on vous raconte, je ne sais pas, ça peut vous effrayer. Par exemple, il vous va dire, tu vas épouser cette femme, vous allez vous disputer, ça va être horrible et tout. Donc tu vas faire très attention de ne pas épouser la femme dont tu vas dire. C'est-à-dire tu vas essayer de ne pas réaliser ton destin tel qu'il vient de te le dire. Rappelez-vous l'histoire d'Oedipe. Hein, la Pythie lui a raconté son avenir. Il a tout fait pour éviter son avenir, et tout ce qu'il a fait pour éviter son avenir l'a conduit à réaliser son destin. Bon, là c'est pareil. Est-ce qu'on ne serait pas dans une situation où quoi que vous fassiez, vous allez dire « ouais, je vais essayer de ne pas déménager comme il m'a dit, de ne pas épouser cette femme ». Bon, et puis vous allez être obligé de le faire. Et dans quelle situation sommes-nous? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un libre arbitre? Est-ce que vous pouvez changer votre futur? Non, ici, vous ne pouvez pas changer votre futur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation très très bizarre. Si vous essayez de dessiner qu'est-ce que c'est votre futur, votre futur, il est là. Il va suivre ça, votre cône, là, dans l'espace-temps courbe. Vous voyez, et vous êtes dans une situation où vous êtes à la fois
dans votre futur et dans votre passé. Et le passé ne peut pas être changé. Ça, c'est une loi qui est complètement absolue, je dirais. Quoi qu'il arrive, votre passé ne peut pas être changé. C'est-à-dire, ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu, quoi qu'il arrive. Donc, quand votre alter ego à 40 ans vous dit « vous avez vécu cela », c'est-à-dire « moi, à 40 ans, j'ai vécu cela, mais vous êtes le même qu'à 20 ans », ça veut dire « vous, à 20 ans, vous allez le vivre », et comme ça fait partie du passé, ça ne peut pas être changé. Donc ça paraît un peu bizarre, mais dans cette situation, les physiciens ont réagi de manière différente. Et par exemple, quelqu'un comme Stephen Hawking a dit non, des paradoxes comme ça n'est pas possible. Donc je dis que non, il faut exclure ça des possibilités physiques. Et il a proposé ce qu'on appelle la conjecture de protection temporelle, où il a dit une solution de la relativité générale n'est admissible, vous voyez, c'est un principe supplémentaire qui rajoute à la physique, la théorie de la relativité générale n'est possible que si des situations comme ça ne sont pas possibles. Donc le modèle de Gödel, par exemple, ne fait pas partie des solutions parce qu'il n'obéit pas à la conjecture de structure temporelle. Bon. Et puis à l'opposé, vous avez d'autres physiciens qui ont dit on ne sait pas si c'est possible, etc. Mais ça vaut le coup d'étudier parce que ça nous apprend des choses sur ce que peut être ou ne pas être le temps, l'espace-temps, la causalité, le libre arbitre, le déterminisme, etc., etc. Et donc on étudie ces questions. Et c'est là qu'il y a une chose assez intéressante. Donc, ce que vous dites, c'est effectivement, d'après la logique, revenons au paradoxe du grand-père, si vous avez la possibilité de tuer votre grand-père, il y a quelque chose qui ne va pas dans la logique. Donc une solution, ça serait, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un événement qui vous empêche de tuer votre grand-père. Vous êtes à côté de lui, oui, c'est possible, mais quoi ? Je ne sais pas, les lois physiques font que votre revolver va s'enrayer ou que vous allez avoir un sursaut de lucidité, de ce que vous voulez, qui dit non, mais je ne peux pas faire ça, ou il va arriver, je ne sais pas moi, un hippopotame qui va se mettre entre vous deux. Bon, bref, je ne sais pas. Mais évidemment, le problème est tellement compliqué que la physique ne peut pas le traiter. Et c'est là que c'est assez intéressant parce qu'il y a un physicien russe qui s'appelle, je crois, c'est Novikov, qui a dit on va imaginer une situation comme ça, mais un petit peu simplifiée. C'est-à-dire, avec des boules de billard, on a une table de billard, avec évidemment un trou ici, parce que c'est un billard américain, et on organise tout un système qui fait que si la boule arrive ici, elle tombe, elle décrit justement un voyage temporel, parce qu'on a une machine temporelle. Bon, on est un peu dans la science-fiction, mais quand même. Et puis, elle va revenir ici, un peu avant d'être tombée dans le trou. Et donc l'idée, c'est on imagine une situation où on envoie une boule comme ça, on envoie la boule dans le trou, elle fait son voyage temporel, et son voyage temporel fait qu'elle revient se cogner elle-même avant d'être tombée dans le trou, et l'idée, c'est est-ce que la collision ne peut pas dévier la boule pour l'empêcher d'entrer dans le trou ? Alors, si elle n'entre pas dans le trou, elle ne peut pas revenir se cogner, donc elle va tout droit, elle tombe dans le trou, donc elle arrive là, elle se cogne. C'est un peu une version du paradoxe du grand-père. Et il a fait des calculs terribles, et il a fait le calcul avec son modèle de machine, bon, certainement pas exact et tout, et il a montré, oui, la boule peut revenir, et elle peut collisionner, et calcul fait, c'est la collision qui l'envoie dans le trou, justement. Et il a généralisé ça sous l'appellation, comment il a dit, principe de cohérence, voilà, c'est ça. Il dit, en fait, les lois de la physique doivent être telles, d'une manière ou d'une autre, que la cohérence de tout ça est préservée et qu'il ne peut pas y avoir de paradoxe temporel, même dans une situation de courbe CTC. Bon. Donc la conclusion de tout ça, c'est finalement, d'un point de vue strict, disons mathématique, il existe des solutions de la physique où il peut y avoir des solutions de la relativité générale, où il peut y avoir des courbes temporelles presque fermées, comme je viens de les décrire.
Pour autant qu'on sache, ces situations ne donnent lieu à aucun paradoxe. Est-ce que ces situations qui existent sur le papier comme solution mathématique existent ou non dans le monde réel? Sans doute pas, parce que rappelez-vous que l'équation fondamentale de la relativité générale vous dit que la structure de l'espace-temps est déterminée par son contenu, et si on regarde le modèle de Gödel, pour que sa solution soit possible, il faut un contenu très très particulier. Et Gödel a longtemps cru lui-même que... Alors Einstein ne croyait pas tellement au modèle de Gödel, c'est-à-dire il dit ouais, votre solution elle marche, mais elle est complètement irréaliste, et il avait sans doute raison. Mais Gödel, quand même, pendant longtemps, s'est demandé, il a compilé un peu les observations astronomiques pour voir si par hasard l'univers réel n'était pas conforme à son modèle et si des choses comme ça ne pouvaient pas exister. Bon, je vous dis tout de suite, la réponse est négative, mais depuis on a trouvé d'autres solutions que celles de Gödel où il y a des voyages dans le temps. Ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les voyager dans le temps, donc je raconte un peu tout ça. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est la question que ça nous pose, parce que la question on peut la poser autrement, est-ce qu'on peut changer le futur ? C'est-à-dire, ça rappelle toutes les discussions qu'on a eues, le clou du cheval ou l'aile de papillon. Et finalement, si on veut, comment pouvons-nous répondre à cette question? Et je me suis convaincu qu'il n'y avait que deux réponses possibles, deux manières possibles de répondre. La première, c'est Oedipe, à qui on révèle son avenir, la Pythie révèle son avenir, donc en principe, il a la possibilité de le changer. Et la réponse que donne la légende, c'est que tout ce qu'il va faire pour empêcher que son futur se réalise va avoir pour conséquence que son futur se réalise. Et la seule autre solution où on peut savoir si oui ou non on peut modifier notre futur, savoir si on peut le modifier, ça veut dire qu'il faut le connaître. Et la seule solution où on peut connaître son futur, c'est une solution de ce genre, où quelqu'un qui a voyagé dans le temps, vous en particulier, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, vient vous dire je connais ton futur parce qu'il fait partie de mon passé, et finalement, si je te le raconte, il va aussi d'une certaine manière faire partie de ton passé, donc tu vas le connaître et tu vas pouvoir l'éviter. Avec cette restriction que exprime ce principe de cohérence dont je vous ai parlé, que tu vas avoir beau faire tout ce que tu veux pour modifier ton futur, tu ne pourras pas. Donc moi ça m'a beaucoup amusé tout ça, parce que finalement, alors ça pose la question du libre arbitre, évidemment, c'est-à-dire si tu ne peux pas modifier ton futur, en admettant que ça a un sens de parler de ton futur aujourd'hui, est-ce que ça a un sens Qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que je vais maintenant modifier ce qui va m'arriver après-demain, parce que finalement, je ne suis pas très content de ce qui va m'arriver après-demain, je vais le modifier. Et ça voudrait dire déjà que j'ai au moins une intuition de ce qui va m'arriver après-demain. Comment l'aurais-je s'il n'y a pas quelqu'un, un voyageur venant du futur, qui me le raconte? Mais bon, supposons que je le sache, j'en ai rêvé et je suis convaincu que mon rêve, etc. Bon, et de toute façon, apparemment, je ne pourrais pas modifier mon futur. C'est la question du libre arbitre. Alors, quand j'ai écrit ce bouquin, j'étais un peu étonné par ces conclusions-là, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit si terrible. Et j'ai été voir des copains philosophes, et je leur ai dit qu'est-ce que vous pensez du libre arbitre et tout. Et j'étais étonné de la presque unanimité des réponses, qui m'a dit tout le monde, le libre arbitre, c'est simplement une illusion. C'est-à-dire, le libre arbitre, en fait, ça n'existe pas vraiment, mais c'est simplement l'impression que nous avons d'avoir un libre arbitre. Et bon, j'étais un peu étonné, mais la réponse me va très bien. Si on croit qu'on a un libre arbitre, on appelle ça le libre arbitre, et tout va très bien. Mais d'un autre côté, si on veut fouiller un peu plus les choses, tout dépend si vous êtes matérialiste. Par exemple, si vous êtes matérialiste, vous allez dire les pensées que j'ai maintenant, eh bien, c'est le résultat de la configuration de mes neurones. La configuration de mes neurones, elle est bien déterminée, et donc elle crée ma pensée, et cette configuration des neurones-là ne peut créer qu'une seule pensée, qui est celle que j'ai, et qui va décider de mes actions futures, et donc je n'ai pas de libre arbitre parce que la pensée est simplement une émanation de mes neurones. Les lois qui gouvernent le comportement des neurones sont gouvernées par la chimie et la physique, mais la chimie est elle-même gouvernée par la physique. La physique est déterministe, donc
Voilà, bon. Est-ce qu'on en est là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut opposer comme argument à tout ça? Alors, il y a des gens qui disent il est possible qu'il y ait un indéterminisme dans la physique quantique. Bon, est-ce qu'il y a de l'indéterminisme ou non dans la physique quantique? La question est ouverte, mais personne n'a montré ni que oui, ni que non. Mais en supposant qu'il y a de l'indéterminisme dans la physique quantique, j'ai vu des gens dire c'est la source de notre libre arbitre. Bon, je voudrais vous mettre en garde, parce qu'en fait, c'est exactement le contraire. Parce que s'il y a l'indéterminisme dont on parle dans la physique quantique, c'est que quelque chose qui va se produire ou qui va ne pas se produire au hasard. Donc, si vous appliquez ça à vos neurones, ça veut dire que la décision que vous croyez prendre avec votre volonté, elle est en fait prise au hasard, à cause du hasard fondamental qu'il y aurait dans la physique quantique. Donc cet indéterminisme quantique, s'il existe, c'est exactement le contraire du libre arbitre. C'est-à-dire, il n'y a pas plus éloigné du libre arbitre que l'indéterminisme quantique. Donc voilà, simplement quelques petits éléments pour les réflexions à propos de l'indéterminisme. Et non, mais je vais arrêter, je pense, avec l'indéterminisme, parce que sinon ça va nous faire tourner en boucle. Attention, ça peut être dangereux. Voilà, donc où en suis-je de mon temps? Encore un quart d'heure. Alors, de quoi voulez-vous que je vous parle en un quart d'heure? Non, un peu de cosmologie, on va dire, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de cosmologie. Je peux vous faire une remarque? Bien sûr. Quand vous dites qu'on n'a pas de libre arbitre, c'est par rapport à une ligne d'univers, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix de changer cette ligne d'univers. Je vis à Paris, j'ai décidé d'aller m'installer en Ardèche ou en Bretagne. Oui. Je choisis. Oui, vous croyez que vous choisissez? Non, je choisis parce que j'ai un choix, j'ai des options. Oui, vous croyez que vous avez des options. C'est ça le libre arbitre. Non. Non, mais sans ligne d'univers, la ligne d'univers, vous n'en avez qu'une. Hein. Alors, ah oui, ben, c'est toute la question. Si vous répondez déjà, ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. Votre ligne d'univers, elle est là. Vous êtes là, au présent. Alors, il existe plusieurs visions des choses. Il y a ce qu'on appelle la vision présentiste et la vision éternaliste qui s'opposent. Et vision éternaliste, ça veut dire tous les événements passés, présents, bon, présent ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin mettons cela, futurs, existent de la même manière. C'est-à-dire que vous alliez habiter, je ne sais plus, en Alsace ou en Bretagne, c'est déjà quelque chose qui existe. C'est déjà figé, c'est déjà décidé. Ça existe autant que le fait que vous soyez ici plutôt qu'à Marseille en ce moment. Donc ça, c'est la vision éternaliste. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec cette vision, qui est, je ne dirais pas imposée, mais presque imposée par la relativité, quelle autre vision choisir? Alors, il y a ce qu'on appelle la vision présentiste, c'est-à-dire seuls les événements présents existent. Bon, premier problème, c'est que la notion de présent, elle n'existe pas vraiment en physique relativiste, mais mettons que le présent, ce soit l'ensemble des événements qui se déroulent en ce moment, va-t-on dire, en définissant ce en ce moment qui n'a pas vraiment de sens, mais admettons qu'on y arrive. Bon. Premier problème, s'il n'y a que ces événements qui existent, comme vous ne pouvez connaître que le passé, ça veut dire que vous ne connaissez rien de ce qui existe. Et rien de ce qui existe, et rien de ce que vous connaissez n'existe. Donc, c'est une conception de l'existence assez restrictive. Donc, le présentisme, on barre. Qu'est-ce qui reste? Bon, alors, vous pouvez vous dire, vous avez l'impression que de toute façon, dans ce que vous connaissez, dans ce qui existe, vous allez être obligé de mettre le passé pour inclure au moins ce que vous voyez.
Donc vous pouvez dire, seuls les événements passés existent. Le problème, c'est que le passé pour vous et le passé pour moi, ce n'est pas le même. Donc quelque chose qui, en ce moment, existe pour moi, ça n'existe pas pour vous, et réciproquement. Donc la notion d'existence est complètement subjective, c'est-à-dire il n'y a pas d'existence objective dans ce cas-là. Donc ça pose aussi un problème. Donc vous pouvez dire passé plus présent. Enfin, finalement, vous apercevez que aucune de ces visions n'arrive à la cohérence logique, sauf l'éternalisme. Alors, l'éternalisme, c'est dire quoi? Tout existe, y compris le futur. Et le futur, il existe, je n'ai plus qu'à le vivre. Ce qui va m'arriver demain, c'est là, c'est là, c'est là. J'y suis pas encore, mais je vais y arriver et je vais le vivre. Et je ne le connais pas. Et le grand mystère, c'est pourquoi je connais ce qui m'est arrivé hier et je ne connais pas demain? Parce que ça a exactement le même statut d'existence. Et effectivement, c'est le déterminisme le plus total. Je ne sais pas si le monde est comme ça, mais je crois que personne ne le sait non plus, et sans doute on ne le saura jamais. Mais en tout cas, voilà. Et si vous voulez, par exemple, si vous avez, dans 1 heure, vous devez prendre la décision d'aller en Alsace ou en Bretagne, ben, comment va être prise cette décision? Vous croyez que c'est votre volonté, mais non, c'est simplement l'état de vos neurones dans 1 heure va faire que vous allez prendre cette décision-là. Et puis 10 ans après, vous allez vous dire, bah, de toute façon, j'ai pris cette décision, mais je ne pouvais pas en prendre une autre. C'était impossible. Donc, j'en sais rien, je ne sais pas quelle est la réponse. Mais si vous dites, a priori, j'ai le choix, ça veut dire que vous avez décidé que le libre arbitre existe. Mais c'est une option, et dans l'autre option, si vous ne savez pas que c'est vos neurones qui, en gros, ont pris la décision, vous allez croire que c'est le libre arbitre. Et ce que disent mes copains philosophes, c'est croire que le libre arbitre, c'est ça le libre arbitre. Mais à partir de quel moment ils ont pensé ça, les philosophes, que le libre arbitre... Je ne sais rien, moi je ne sais pas, mais si vous voulez, moi ça me va très bien. Et j'étais étonné de voir que je ne prétends pas du tout avoir eu affaire à un échantillon représentatif de quoi que ce soit, mais je me suis dit c'est quand même une conclusion assez forte, et ils m'ont dit... Je ne sais pas depuis quand et tout, mais je crois un peu depuis toujours. Ben, si vous voulez, la légende d'Oedipe, c'est exactement ça. Il croit que le libre arbitre existe, il croit qu'il peut prendre la décision de ne pas tuer son père, de ne pas épouser sa mère, et c'est exactement en prenant cette décision qu'il va faire le contraire. Donc c'est ça, on ne l'appelle peut-être pas comme ça, mais c'est exactement une légende pour dire le libre arbitre, ça n'existe pas. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça veut dire que pour je ne sais pas s'il faut appeler aussi les auteurs de cette légende des philosophes, mais ça veut dire que c'est une option que j'ai vue, qui est répandue autour de moi et dans la tradition, parmi les gens qui réfléchissent à ces questions. Mais parce que vous avez parlé de l'état de nos neurones, donc ce serait... Oui. Il se trouve qu'en neurosciences, ça date des années 80, l'histoire de l'absence du libre arbitre. Pardon. En neurosciences, c'est à partir des années 80 qu'on... Non, mais évidemment que les... La neuroscience a changé. Non, mais bien sûr, mais c'est pareil. Peu importe. Si vous admettez qu'il y a un support matériel de la pensée, la matière, par définition, c'est ce qui obéit aux lois de la physique. Donc, si vous voulez, que vous appeliez ça des neurones ou n'importe quoi, peu importe, que ça soit dans votre cerveau ou dans votre estomac ou n'importe où, peu importe aussi, si vous voulez, votre pensée est produite par quelque chose de matériel. Ce quelque chose de matériel, il est gouverné par les lois de la physique et par rien d'autre. Bon, je sais bien, c'est une option. Peut-être que vous pouvez penser que vous avez une âme qui n'obéit pas du tout, etc. J'en sais rien. Tout est possible. Pardon ? Tout n'est pas gouverné par la physique. Mais la biologie, n'est-ce pas ? Bah, j'en sais rien. J'ai des copains matérialistes, je vous jure qu'ils croient dur comme fer que toute notre pensée, tout ça, c'est gouverné par des lois physiques, que toute la biologie est gouvernée par des lois physiques. Mais c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Mais tout le monde n'est pas... Pardon ? Il est bien clair que dans les lettres d'Épicure qui nous restent,
Bien sûr. N'est pas d'un côté ou de l'autre, c'est un élément, une propriété de l'atome. Bien sûr. Qui, en tant que tel, et sans raison, Bien sûr. mais par un phénomène qui est pas très éloigné, me semble-t-il, de ce que l'on peut appeler l'émergence, lorsqu'il s'agit d'individus constitués d'atomes, quelque chose de nouveau se passe et on passe de cette Exactement. possibilité de Je vais après. Mais je suis absolument d'accord. Et ce qui l'amène, dans la vision que je présente, si tu es matérialiste, tu vas dire le clinamen, ça correspond, c'est une sorte de hasard, ça correspond exactement à ce qu'on appelle l'indéterminisme quantique. Et si c'est ça qui permet aux neurones, entre guillemets, de prendre la décision, encore une fois, c'est le contraire du libre arbitre, parce que ce n'est pas toi qui as pris la décision, c'est le hasard du clinamen. Donc là, tu ne peux pas nier davantage le libre arbitre, parce que le clinamen, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta volonté, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui est le hasard. Donc c'est encore pire, parce que ça veut dire que la décision qu'il va prendre d'aller sera due au pur hasard. Il n'y a pas plus éloigné du libre arbitre. Attends, il voulait parler. Juste pour dire qu'en fait, le passé sur cette ligne d'univers, le passé c'est la physique, le futur c'est l'aléa, et sur la ligne de présent, c'est essentiellement, effectivement, l'émergence. Et si tu veux, si tu étais capable non pas de mémoriser le passé, mais de mémoriser le futur, tu connaîtrais ton futur. Et c'est juste qu'on n'est pas capable pour l'instant de mémoriser notre futur. L'émergence, elle n'est que dans ta tête. Parce que du point de vue de la physique, encore une fois, je répète, la seule chose qui distingue, si vous voulez, dans cette option, le passé du futur, c'est le fait que ma conscience, appelez-la comme vous voulez, connaît le passé et ne connaît pas le futur. C'est tout. Sinon, ils ont strictement le même statut d'existence du point de vue de la physique. Je suis d'accord qu'on peut ne pas être d'accord avec cette vision, mais c'est celle qu'avait Einstein assez clairement, et c'est celle qu'ont beaucoup de physiciens, qu'on pourrait peut-être qualifier de matérialistes, mais j'en sais rien. Mais si vous voulez, personne, en tout cas, n'a trouvé un moyen physique de distinguer ce qu'on appelle passé et ce qu'on appelle futur. C'est juste que les deux directions existent, elles sont strictement équivalentes du point de vue de la physique, et rappelez-vous que hier on parlait d'entropie qui augmente quand on va vers le futur, mais l'entropie c'est quelque chose, comme je l'ai expliqué hier et on pourrait développer, que plus on s'intéresse à l'entropie, plus on s'aperçoit que c'est quelque chose que l'observateur projette sur le système. C'est la manière dont l'observateur voit le système. Et dire que l'entropie augmente, ça veut simplement dire que si on n'a pas une interaction spéciale avec le système, la connaissance que l'on a sur lui ne peut que diminuer et non pas augmenter. Et comme l'information qu'on a sur un système, c'est moins l'entropie, c'est tout. Ce que dit le deuxième principe, ce que dit la croissance de l'entropie, ce que dit la flèche du temps, c'est exactement qu'on ne peut pas fabriquer de l'information sur un système à partir de rien. On ne peut qu'en perdre. Et tout ça est cohérent. Je ne dis pas que c'est parce que c'est cohérent que c'est la réalité, mais je ne vois pas d'autre vision du monde cohérente aujourd'hui. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Vous voulez que je vous dise autre chose? De quoi je voulais vous parler aussi? Ah oui, hier, il y a eu aussi une discussion à propos de la continuité et de la contiguïté que j'ai trouvé intéressante. Parce que la contiguïté, c'est quelque chose c'est ce qu'on appelle un peu le caractère discret en mathématiques ou en physique. Et évidemment, depuis toujours, on se pose la question de savoir si la matière, l'espace, le temps sont continus ou discrets. Par exemple, pour la matière, c'est est-ce que l'hypothèse atomiste était admissible plutôt qu'une vision absolument continue de la matière jusqu'au microscopique.
Et de manière assez intéressante, c'est Einstein aussi qui a résolu qui est principal contributeur à la résolution de cette énigme avec son article de 1905 sur l'effet photoélectrique. Les trois grandes avancées d'Einstein, c'est les théories de la relativité, le fondement de la physique quantique et la confirmation de l'hypothèse atomiste par son article sur l'effet photoélectrique. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière ne peut pas être divisée jusqu'à l'infini d'une manière continue, mais qu'il y a des petits grains de matière, qui est ce qu'on appelle les particules, qui correspond un peu à ce qui était avant appelé les atomes, puisque atome, étymologiquement, atomein, c'est ce qu'on ne peut pas couper, ce qui est indivisible, alors que ce qu'on appelle atome aujourd'hui, c'est complètement divisible, puisqu'on peut séparer les électrons du noyau, séparer dans les noyaux les protons et les neutrons, et dans les protons et les neutrons, séparer les quarks. Donc les atomes ne sont pas du tout atomiques au sens des Grecs, mais les particules élémentaires le sont, encore que c'est très compliqué. Quand on regarde la structure de la matière vraiment aux échelles microscopiques, on s'aperçoit qu'une particule, c'est une espèce d'amalgame très compliqué, et que finalement la vision en termes de particules ne tient plus du tout en physique quantique. Bon, mais peu importe, c'est une autre histoire. J'étais en train de parler de quoi, là? Je ne sais plus. Ah oui, c'est intéressant parce que on a mis quand même très longtemps à résoudre le problème est-ce que la lumière est faite de particules ou d'ondes? Ça a été résolu par la physique quantique, disons, au début du XXe siècle, avec contribution d'Einstein évidemment, mais pas que lui, loin de là. Et la réponse, c'est que c'est ni une onde ni une particule, c'est quelque chose d'un peu plus subtil, qu'on appelle un système quantique, et qui a, dans certains cas, les propriétés de particules, dans certains autres cas les propriétés d'une onde. C'est-à-dire quand on fait des interférences, on s'aperçoit que jusqu'ici les interférences, on considérait ça comme une propriété des ondes, mais quand on recueille de la lumière, on la recueille par petits grains qu'on appelle des photons. Si vous avez une cellule photovoltaïque, la lumière arrive photon par photon, et ces photons ont chacun une énergie bien spécifique, donc ça se comporte comme des particules. Ensuite, Louis de Broglie, en 1921, je crois, a montré que cette dualité s'appliquait aussi à la matière, c'est-à-dire que la matière, finalement, n'est ni vraiment une particule, n'est ni vraiment faite de particules, ni vraiment faite d'ondes, mais les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il y avait des interférences comme la lumière, etc. Bon, ça, c'est la physique quantique qui, justement, nous montre que les notions de particules, de vide, d'ondes, etc. sont un peu périmées, qu'il faut les remplacer par autre chose de plus compliqué, mais qu'on domine assez bien, en tout cas mathématiquement. La différence avec... Il y a une analogie avec la relativité, parce que la relativité générale, la relativité nous dit qu'il faut remplacer l'espace et le temps qui sont périmés par l'espace-temps. Et l'espace-temps, on arrive assez bien à en donner une description intuitive. Croyez-moi, quand on travaille dans l'espace-temps depuis des années, on ne réfléchit plus que là-dedans, et le temps et l'espace, ça nous paraît un truc complètement périmé. Quand on est en physique quantique, on a du mal à avoir une représentation intuitive de ce que sont les états quantiques, ni vraiment des ondes, ni vraiment des particules, un peu les deux à la fois, un peu ni l'un ni l'autre, et c'est ce qu'on appelle aussi en partie le problème de l'interprétation de la physique quantique. C'est-à-dire que la physique quantique, c'est un ensemble, en tout cas on peut la considérer comme un ensemble de règles qui marche très très bien, qui fonctionne très bien pour nous permettre de fabriquer des ordinateurs, des transistors, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de vision du monde aujourd'hui compatible avec la physique quantique. Il y a ce qu'on appelle le problème de l'interprétation de la physique quantique, qui est justement d'essayer de donner une vision du monde compatible avec la physique quantique. Et on n'y arrive pas. Là, je viens d'un colloque qui a eu au Maroc sur, justement, où en est-on avec les interprétations de la physique quantique. Il y a les interprétations qu'on appelle variables cachées, où finalement, la physique quantique aurait à la fois un côté particulaire et un côté ondulatoire dans un certain sens. Ce sont les héritiers de De Broglie. Il y a les
les visions du monde multi-univers qu'on appelle d'Everett, bon, qui sont très compliquées, c'est-à-dire que chaque fois qu'on interagirait avec un système quantique, l'univers se diviserait en deux. Par exemple, dans votre cas, l'univers se diviserait en deux. Dans un des deux univers, vous iriez en Alsace, et dans l'autre, vous iriez en Bretagne. Et le problème est résolu, parce que le choix, vous ne l'avez jamais fait. Et dans un des deux univers, vous avez fait le choix Alsace, et dans l'autre, le choix Bretagne. Bon. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'il se produit quelque chose, il y a une décision qui est prise, et que donc dans cette vision, ça veut dire que chaque seconde, l'univers se divise en un nombre incalculable et même infini d'autres versions. Donc chaque seconde, chaque microseconde naît une infinité d'autres univers. Où est-ce qu'on va les mettre, quoi? C'est ça le problème. Bon, on n'arrive pas à avoir une vision cohérente de ce truc-là. Bon. Et puis il y a d'autres interprétations. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous dire que quand on est en physique quantique, on n'a pas de vision du monde qui est cohérente avec la physique quantique. Et c'était ça la question. Pardon? Continuité. Ah oui, continuité, oui. Donc, oui, alors, un des problèmes de la physique... Sur cette question-là, parce que Robert faisait allusion au texte de Pierre Raymond. Plus précisément, il évoque quand même les nombres ordinaires, mais ce qui est curieux, c'est que Pierre n'utilise pas le terme de discret, mais de continuité. C'est ça, moi, qui m'a un petit peu étonné. Attends. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Faut parler plus fort. Ouais. Prends le micro. Oui, c'est le texte de Pierre auquel tu te référais hier, Robert, sur la résistive fatalité de l'histoire. Et tu m'avais d'ailleurs posé la question au début, puisque dans les premières pages, Pierre faisait référence à cette, j'allais dire, dichotomie. Continuité, et c'est bien d'ailleurs à propos des nombres qu'il... Oui, j'ai bien compris, oui. Mais moi, ce qui m'avait étonné, c'est ce que j'ai dit à Robert, c'est que Pierre n'utilise pas le terme discret. Bon. Donc, ça reste pour moi un petit peu énigmatique, comme si, avec continuité, il y avait quelque chose qui se pensait de distinct du discret. Bon, parce que, côté nombre, le discret, c'est les entiers naturels, hein, c'est comme on compte. Et pour aller vite. Et continuité, c'est on va passer du côté opérationnel ou mieux du côté des nombres réels. Voilà, mais alors pourquoi continuité et pas discret? Voilà. Donc pourquoi continuité? Continuité et pas discret. Ça, c'est j'en sais rien. Je n'ai jamais entendu... Personnellement, je n'ai jamais entendu le mot contiguïté utilisé. Je n'ai jamais entendu le mot contiguïté utilisé en maths ou en physique. Mais bon, je ne sais pas, parce qu'il y a déjà un mot. Donc, et puis pour moi, ce n'est pas du tout le sens qu'on a dit hier, parce que contigu, c'est plutôt voisin, quelque chose comme ça. Donc, oui, qui se touche, mais pour moi, ça n'a aucun rapport avec la continuité. Et justement, il y a un mot qui est continuité, et la non-continuité, on pourrait appeler ça le discret, mais pour moi, ça n'est pas du tout le contigu. Donc j'ai été un peu étonné par... mais après tout, chacun écrit ce qu'il veut, mais ce à quoi j'allais venir, c'était que cette dichotomie entre le continu et le discret, peut-être le contigu, je ne sais pas, mais on l'applique maintenant à l'espace et au temps. C'est-à-dire que il y a tout un mouvement depuis Einstein qui essaye d'harmoniser la gravitation avec la physique quantique. Un des grands défauts de la physique quantique, c'est de ne pas prendre en compte la gravitation, et c'est la cause de toutes les questions qu'on se pose à propos des trous noirs, de l'univers primordial. Et puis quand on regarde la matière à très très petite échelle, à l'échelle des particules élémentaires, vous savez que la gravitation, plus on est à petite échelle, plus elle augmente. C'est la loi de Newton en 1 sur R2. Donc on peut imaginer que si on va à l'intérieur d'une particule, la gravitation devient très intense. Donc ça doit forcément jouer un rôle en physique quantique, et la physique quantique fait comme si la gravitation n'existait pas. Donc moi,
une des causes que je défends, c'est de dire, plutôt que de vous occuper des histoires d'interprétation de la physique quantique, il faut d'abord résoudre la question de l'inclusion de la gravitation, et d'après certains auteurs, dont Penrose et d'autres, ça va vous permettre de résoudre le problème de l'interprétation dans la foulée. Bon, c'est une position que je défends, elle n'est pas du tout certaine, c'est pas du tout certain que ça marche, mais enfin voilà. Bon. Et comment inclure la gravitation dans la physique quantique? On est très loin de le savoir. Une des options, c'est de dire que la gravité est aussi quantifiée. Donc il existe une théorie de gravité quantique qu'on ne connaît pas, sur laquelle on essaye de travailler. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et si on croit à la théorie de la relativité, la gravitation, c'est la structure même de l'espace-temps, c'est sa courbure. Donc quantifier la gravitation, ça veut dire quantifier l'espace-temps lui-même. Or, quand je vous ai justement présenté l'espace-temps, il n'a rien de quantifié. C'est la même chose qu'une surface, mais au lieu d'être à 2 dimensions, c'est à 3 ou 4, c'est à 4 dimensions, avec une structure un peu particulière, mais ce n'est pas du tout quantique. Et qu'est-ce que ça pourrait être un truc quantique? Pour la matière, finalement, on s'aperçoit que quantifier, c'était considérer un aspect justement discret de la matière, qui ne soit pas continu, des particules élémentaires. Les photons, on le reçoit par paquets discrets qu'on appelle des photons, et de manière générale, les paquets discrets, on appelle ça les quantas. Donc il y a un aspect discret. Donc est-ce que l'espace-temps ne serait pas discret plutôt que continu? C'est-à-dire avec des petites cellules, on pourrait dire d'une certaine manière. Et il y a une possibilité de faire ça, qui est de remplacer l'espace-temps discret par un réseau. Et on pourrait se dire, les événements, je les ai dessinés comme ça, comme pouvant être continus les uns à côté des autres. Non, si je regarde avec un microscope extrêmement puissant, je vais m'apercevoir qu'à très très petite échelle, ce qu'on appelle la longueur de Planck, l'espace-temps, il aurait une structure comme ça, en réseau, et que les événements, ils peuvent être que sur les points du réseau. Bon, je simplifie, hein, et que du coup, ils ne pourraient être séparés que par un nombre entier de longueur de Planck, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et un des modèles comme ça, c'est ce qu'on appelle le modèle des réseaux causaux, parce que, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il y a de fondamental dans la structure de l'espace-temps non quantique, c'est la causalité, c'est les relations causales. Donc l'idée, ça serait de construire un réseau comme ça, dans lequel on réussirait à implémenter les relations causales. Donc on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des flèches. Et on va dire, on peut construire un truc comme ça, où voilà, les flèches veulent dire qu'il y a une relation causale entre cet événement et cet événement. Donc il y a une flèche qui va de cet événement à cet événement, ça veut dire que celui-là est dans le passé causal de celui-là. Et entre cet événement et celui qui est là, il n'y a pas de flèche, donc ils sont non causalement liés. Donc on peut mimer ça. Le problème, c'est que ça, bon, est-ce qu'à partir de ça, on peut reproduire l'espace-temps ou pas? Il y a des tas de travaux là-dessus, sur ce qu'on appelle les réseaux causaux, qui sont une des voies d'approche de la gravité quantique. Un des problèmes, c'est que l'espace-temps, sa grande propriété, une de ses grandes propriétés fondamentales, c'est la symétrie. C'est-à-dire, par exemple, la symétrie de rotation. Il y en a d'autres, mais enfin, c'est ça. Ça veut dire que si j'ai une situation où il y a une particule, et comme ça, il y a deux particules, si je fais tourner tout l'espace-temps et que du coup je vais le dessiner comme ça, plutôt ici et ici, c'est la même chose, ça ne change rien. Et en fait, l'espace par exemple, il est symétrique. Un plan comme ça, c'est symétrique, c'est-à-dire cette direction ou celle-ci sur le plan, elles n'ont pas d'importance, elles sont toutes équivalentes. Dans l'espace, toutes les directions sont équivalentes. Et le grand mérite de Newton, alors, là, c'est intéressant aussi parce qu'il y a une très grande analogie entre la démarche de Newton et la démarche de Einstein. Parce qu'avant Newton, si vous voulez, la notion d'espace proprement dit, d'espace physique, n'existait pas vraiment. Il y avait l'horizontale et la verticale. Et quand vous expérimentez autour de vous, les dimensions horizontales et la dimension verticale, c'est des choses extrêmement différentes. Si vous lâchez un objet, il va tomber selon la verticale. Et si vous faites rouler un truc, il roule selon l'horizontale. Donc, si vous regardez le monde autour de vous, vous voyez, il y a l'horizontale et la verticale. Et ça, on en trouve encore des traces aujourd'hui. Par exemple, si vous faites de l'aviation, vous voyez que quand vous avez une carte d'aviation, eh bien
les distances au sol sont marquées en kilomètres et les distances, les altitudes sont marquées en pieds. C'est très simple quand on veut faire la navigation rapide, mais bon, non, c'est très compliqué. C'est assez bizarre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que jusqu'à Newton, tout ça est lié bien sûr, mais on considérait qu'il n'y avait pas un espace à 3 dimensions, mais il y avait l'horizontale et la verticale. Et ce que Newton a fait, il a dit non, il y a un espace physique où toutes les dimensions sont équivalentes. Et il se trouve que sur Terre, il y a un champ de gravitation, qui est un truc extérieur à la structure même de l'espace, et que c'est la gravitation qui crée la différence, qui privilégie une dimension, qui est la dimension vers le centre de la Terre, qu'on appelle verticale. Mais l'espace, il est isotrope. Toutes les dimensions toutes les directions dans les 3 dimensions sont équivalentes. Et Einstein, il a fait la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit horizontale et verticale qui deviennent espace, c'est espace à 3 dimensions et temps à une dimension qui deviennent l'espace-temps. Et jusqu'ici, on a l'habitude de dire on a 3 dimensions d'espace autour de nous et on a une autre dimension qui s'appelle le temps, qui est complètement différente. Et Einstein il dit non, on a un espace-temps dans lequel les 4 dimensions sont à peu près, pas tout à fait, équivalentes. Donc il y a une symétrie, non plus à 3 dimensions comme l'espace, mais à 4 dimensions. Et c'est exactement la même démarche. Verticale, horizontale deviennent l'espace, espace et temps deviennent l'espace-temps. Peut-être qu'on ira plus loin un jour, je ne sais pas. Il y a des théories qui ont proposé d'aller plus loin dans cette espèce d'unification des dimensionnalités. Bon, peu importe, mais ça c'est pour vous dire que la symétrie de l'espace-temps dont je vous parle, si on a un réseau comme ça, il n'est pas symétrique, parce que si je le fais tourner, c'est plus le même réseau. Donc ça, c'est un des grands problèmes de cette approche-là de la physique quantique. Et ce problème, il est en partie résolu par les mathématiques. Bon, ça nous en emmène un peu loin, par ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Parce que ce qu'on appelle la géométrie non commutative, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de concevoir un espace qui a à la fois des propriétés discrètes de ce genre-là, et qui en même temps conserve la symétrie qui est considérée comme la symétrie la plus fondamentale de l'espace-temps. Bon, c'est un peu technique, mais c'est pour dire que c'est une approche très intéressante qui commence à être étudiée, appliquée en physique, et que donc on arrive finalement à trouver les bonnes mathématiques pour introduire dans les visions de l'univers qu'on a des concepts fondamentaux qui sont plutôt des concepts, je dirais, philosophiques, quoi. C'est-à-dire la notion de symétrie qu'on applique ou non, qu'on veut appliquer ou non à l'espace, la notion d'être discret ou continu, finalement c'est un peu des options philosophiques sur l'espace et on s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Et pour continuer et finir avec la gravité quantique, il y a eu récemment une théorie de gravité quantique qui s'appelait la gravité quantique en boucle, Loop Quantum Gravity pour les Anglais. Bon, c'est ça là-dessus que j'ai travaillé, donc j'aimais bien cette théorie. Je ne sais plus, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de Rovelli ici, donc Rovelli était un des initiateurs de cette théorie. Et cette théorie était intéressante parce qu'elle part de la gravitation qu'elle essaye de quantifier, et on ne pose pas au départ une structure comme ça discrète, mais on la trouve à la fin. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de convergence entre les théories qui, dès le départ, disent l'espace-temps doit être comme ça, un réseau, par exemple un réseau causal, et la loop quantum gravity qui, elle, ne fait pas du tout cette hypothèse au départ, mais qui arrive à quelque chose qui est pas strictement égal à ça, qu'on appelle un réseau de spin, et qui a un peu les bonnes propriétés qu'on voudrait. Le problème, c'est que, bon, pour des raisons techniques que je ne vais pas développer, mais cette théorie arrive à donner une représentation quantique de l'espace, c'est-à-dire le gros succès de cette théorie, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, c'est de dire on a maintenant une version de ce que c'est qu'un espace quantique. C'est quelque chose d'entièrement nouveau qui s'appelle un réseau de spin qui avait été inventé par Penrose, qui a des propriétés bien précises. Bon, on est d'accord pour dire que c'est ce qu'on peut appeler un espace quantique. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à passer de l'espace quantique à l'espace-temps quantique, et c'est là que la théorie s'arrête parce que personne n'a réussi à résoudre les problèmes que ça pose. Bon, voilà, mais bon.
y a d'autres recherches en ce moment sur des sujets de ce genre, c'est passionnant, mais disons que l'idée, c'est finalement d'aller un peu au-delà de l'espace-temps et d'essayer d'harmoniser ce qui vient de la relativité, c'est-à-dire on oublie l'espace, on oublie le temps, et on est dans l'espace-temps avec la structure de l'espace-temps, notamment la structure causale qu'on voudrait bien conserver, avec les symétries de l'espace-temps qu'on voudrait bien conserver. De l'autre côté, on a la physique quantique qui, elle, est encore pas vraiment compatible avec la notion d'espace-temps. Alors, il faut savoir qu'il y a deux versions de la physique quantique aujourd'hui qui sont d'un côté la mécanique quantique, qui est encore dans le vieux formalisme einsteinien de l'espace et du temps, mais quand on est à l'échelle d'un laboratoire où la gravité n'est pas forte, on peut appliquer cette mécanique quantique et fabriquer des ordinateurs, tout va bien. Et puis quand on veut faire de la physique quantique appliquée à des systèmes un peu plus grands, à des systèmes rapides, à la lumière qui va très vite, eh ben, on utilise une autre théorie qui s'appelle la théorie quantique des champs, qui a une ontologie déjà complètement différente, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qu'on essaye d'appliquer à l'univers entier, mais pour le moment on n'y arrive pas. Et tout ça n'est pas encore en harmonie avec la gravitation, tout ça n'est pas encore compatible avec une vision du monde cohérente, mais voilà, le travail des physiciens aujourd'hui, c'est d'essayer d'harmoniser tout ça, et bon, bah, c'est difficile, mais c'est passionnant. Donc, bon, je sais pas, je m'arrête là, et puis...